14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Nous ne comprenons pas l'acharnement qu'il y a contre lui. S'il avait commis ce crime, il aurait fait quelque chose contre ses intérêts. Sans compter l'affection qu'il portait à Catherine. Donc pour nous, ça n'a aucun sens. C'est illogique. Bonjour. Un crime sans aveu, sans témoin et sans mobile. 2 procès au verdict diamétralement opposés. L'affaire Ségala est depuis son commencement à l'hiver 2010 l'affaire de tous les paradoxes, de toutes les interrogations et de toutes les interprétations. 11 ans après les faits, les avis divergent toujours sur le rôle joué par Laurent Ségala, un généticien français de renom et brillant intellectuel. Il va être accusé d'avoir tué en Suisse sa belle-mère, une femme qu'il aimait comme sa propre mère, et d'avoir maquillé le crime en accident. Pourtant, les éléments qui paraissaient confondants aux yeux de la police suisse vont fondre comme la neige tombée en abondance cette nuit tragique sur le canton de Vaud, et empêcher d'accéder à une vérité immaculée. Dans cette affaire, Laurent Ségala n'a jamais cessé de clamer son innocence. Une affaire et des accusations, dit-il, qui ont brisé son existence. Comment un scientifique de premier plan s'est-il retrouvé sur une scène de crime? Mensonge ou trou de mémoire? Des interrogations que nous allons aborder avec nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Ségala, histoire qui commence une nuit d'hiver 2010, près de Lausanne, dans l'un des villages les plus tranquilles et les plus riches que compte la Suisse. Il est précisément 21h16, ce 9 janvier 2010, lorsque le central des secours du canton de Vaud reçoit un appel sur le 144, le numéro des urgences. Au téléphone, la voix d'un homme hésitante, saccadée et manifestement sous le choc. « J'ai trouvé ma belle-mère en bas des escaliers dans une flaque de sang. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à la sauver », dit l'interlocuteur qui décline son identité, Laurent Ségala. L'accident s'est produit au lieu dit Le Moulin, une jolie maison du village de Vaux-sur-Morge, dans les collines au-dessus du lac Léman, la maison familiale des Ségala. L'opératrice du 144 dit avoir trouvé le gars vachement bizarre. En plus du médecin, elle alerte donc la gendarmerie du coin. Le canton est sous la neige, les routes difficiles. À 21h50, la médecin Cataline Delessert arrive au Moulin. Un corps de femme recouvert d'une couverture, la tête surélevée par une autre couverture, est allongé dans une petite pièce qui sert de bibliothèque. La malheureuse a le cuir chevelu ensanglanté, elle porte une large plaie au crâne et sans doute d'autres fractures. Le docteur Delessert ne peut que constater le décès de Catherine Ségala, 66 ans. 2 gendarmes sont sur place. Ils n'ont aucune difficulté à établir que le corps a été déplacé depuis le pied d'un escalier en béton. Il y a là des projections de sang sur les murs et le sol, des traces qui ont été maladroitement effacées. Un deuxième médecin, le docteur Sébastien de Froimont, est sceptique à propos d'une chute. Il demande une autopsie. Dans le salon du premier étage, gendarmes et policiers s'entretiennent avec Laurent Ségala. L'homme âgé de 45 ans apparaît prostré, abattu, épuisé. Il indique être arrivé au moulin aux alentours de 19h30, 19h45. Il ne se souvient pas précisément, il ne porte pas de montre. Il est entré et a trouvé Catherine agonisante et baignant dans une flaque de sang au pied de l'escalier. Il a pris des cours de secourisme, il a voulu la ranimer et pour cela a déplacé le corps dans la bibliothèque adjacente. Il a essayé comme il a pu de soulever sa belle-mère qui pèse 82 kilos, puis a fait glisser le corps. Il a fait du bouche à bouche, s'est évertué à prodiguer des massages cardiaques pendant près d'1 heure. L'heure la plus longue de ma vie, dit-il. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il n'a pas prévenu tout de suite les secours, il répond qu'il était affairé à vouloir sauver sa belle-mère. En outre, il est français et ne connaît pas le numéro d'urgence. Il l'a trouvé dans l'annuaire à l'étage. À propos des traces de griffures au visage et des petites blessures aux jointures de ses doigts, Laurent Ségala indique qu'il a dû s'écorcher en transportant le corps ou lorsqu'il a passé son bras sous Catherine pour la soulever. Une chemise et un t-shirt tachés de sang sont retrouvés dans une machine à laver. Une autre chemise est dans un sac. Il reconnaît s'être changé 2 fois. Il a, dit-il, la phobie du sang.
Les enquêteurs doutent de la version donnée par Laurent Ségala. Ils ne comprennent pas pourquoi le Français n'a pas appelé tout de suite les secours. « Reconnaissez que vous avez fait une grosse bêtise », tente un gendarme. « Je vous demande un peu de respect », répond l'intéressé. Ce dernier répète que Catherine a dû chuter dans l'escalier. Il l'avait vue à midi et l'avait trouvée fatiguée. Vers 17h30, il est allé rendre visite à son père, Roger Jean Ségala, un libraire réputé de Lausanne, intellectuel suisse respecté, hospitalisé pour des ennuis de santé à Morges. Il l'a quitté vers 18h45, a roulé très doucement dans la neige pour revenir au moulin et découvrir le drame. Fin de l'interrogatoire à 3h15. Dans la matinée du 10 janvier, Laurent Ségala est mis en examen, inculpé d'homicide. Bonjour Arnaud Béda. Oui, bonjour. Merci beaucoup Arnaud d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste en Suisse et vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous avez rencontré plusieurs des protagonistes. Vous avez mené une longue enquête là-dessus. Alors voilà, pour cette scène d'accident ou de crime, on ne sait pas, scène de toute manière que les enquêteurs trouvent insolite et étrange. Première question Arnaud Béda, qui est Laurent Ségala ? Laurent Ségala, c'est une sommité, on peut le dire. C'est un généticien qui est très très réputé, auteur de nombreux livres, qui venait de passer quelques semaines auparavant dans une émission de la télévision française de Frédéric Tadei. Il est dans une phase vraiment ascendante, docteur en biologie, employé au CNRS. Et puis au moment des faits, il travaille dans la librairie de son père, Roger Jean Ségala, qui lui aussi est un intellectuel tout à fait respecté, qui a notamment travaillé chez Gallimard, enfin qui était passé chez Bernard Pivot à Apostrophe. C'est une famille d'intellectuels brillants, les Ségala. Et c'est une famille en vue, un nom qui est connu en Suisse. Effectivement, le nom de Ségala est connu dans les milieux intellectuels. Laurent Ségala, il s'entend bien avec Catherine et avec son père. Il reprend la librairie, vous l'avez dit, et on en reparlera, mais il s'entend bien avec sa belle famille, si je puis dire. Alors, effectivement, tous les feux sont au vert. J'ai interviewé, j'étais le seul à l'époque à avoir la chance de pouvoir rencontrer Roger Jean Ségala, le père, juste après les faits, qui est décédé aujourd'hui. Je me souviens très très bien, lui-même ne comprenait pas ce qui avait pu se passer, s'accrochait il avait, ironie du sort, il avait d'ailleurs fait une encyclopédie du crime. Donc il avait quelques notions assez aiguisées et il cherchait lui aussi désespérément à savoir ce qui avait pu se passer pour son épouse. C'était un homme désespéré et qui très longtemps, pendant de longues semaines, a clamé l'innocence de son fils. Oui, c'est ça. Il va clamer l'innocence de son fils. Il est dans la détresse là, absolue, puisqu'il vient de perdre à la fois sa deuxième épouse et puis son fils est emprisonné. Lors de cette garde à vue, Arnaud Béda, on peut dire que Laurent Ségala, il est absent. Oui, ça va pas du tout. Le généticien brillant qu'on voyait quelques semaines plus tôt avec beaucoup d'aisance parler sur une télévision française, là, c'est l'ombre de lui-même. Alors effectivement, dès le départ, il se victimise, il veut qu'on le plaigne, il geint beaucoup, il a une attitude très très bizarre. La standardiste des urgences dit c'est un type bizarre qui m'a appelé, et c'est vraiment l'impression qu'il donne. Et c'est d'ailleurs elle qui met le feu aux poudres, si je puis dire, puisqu'elle va tout de suite prévenir la gendarmerie, comme on vient de le dire dans ce récit. Bonjour Gilles-Jean Portejoie. Bonjour Monsieur Richard, je suis content de vous croiser à nouveau, de participer à votre émission, c'est un vrai bonheur. Ah ben, bonheur partagé, maître Portejoie, évidemment. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Votre témoignage nous est très précieux puisque vous êtes tout simplement l'un des avocats de Laurent Ségala. Maître Portejoie, question très directe. On a vraiment du mal à comprendre votre client, Laurent Ségala. Pourquoi il n'appelle pas immédiatement les secours quand il découvre sa belle-mère agonisante ? Il est sous le coup, là, vous vous rendez compte, vous trouvez votre belle-mère inanimée, en bas des escaliers, il a tout fait pour essayer de la sauver. Dans la foulée, après avoir tenté de la sauver,
il prévient les secours. Vous savez, cette affaire témoigne d'un principe largement acquis. Celui qui découvre le corps, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, est toujours considéré comme le principal accusé. Alors c'est vrai que la première personne qui voit, qui assiste, qui est sur une scène de crime, c'est évidemment la personne qu'on va chercher en premier pour les enquêteurs. Arnaud Béda, on est d'accord avec cette démonstration, et il faut bien le reconnaître, c'est quand même, je ne sais pas si en Suisse c'est l'usage, mais alors l'inculpation de Laurent Ségala, pardonnez-moi, mais c'est express. Oui et non. J'ai envie de dire quand oui même, vu de France, non vu de Suisse. Ah ben écoutez, les Suisses sont réputés pour aller doucement et prendre leur temps. Là, en matière judiciaire, c'est plutôt expéditif. Ah, mettez-vous à la place des policiers qui arrivent, qui retrouvent un personnage complètement prostré sur un canapé, qui a nettoyé la scène du crime, entre guillemets, qui a mis sa chemise ensanglantée dans le tambour de la machine à laver, qui a des traces de griffures sur le visage. Enfin, il aurait fallu être aveugle pour ne pas se dire c'est un suspect potentiel, me semble-t-il. Oui, mais je trouve que ça va très vite. Bon, on va voir évidemment la suite dans cette heure du crime et on va en parler. Encore une toute petite question, Arnaud Béda. Les policiers estiment que la victime a été frappée, notamment à la tête, au cuir chevelu. Les légistes ont des doutes là-dessus. Aucune arme du crime n'est retrouvée. Il y a des recherches qui sont faites pourtant. Oui. Alors ils ont cherché à l'intérieur de la maison. Ils ont cherché aussi à l'extérieur. Et ils n'ont absolument rien trouvé. Ça, c'est certain. Laurent Ségala est écroué. Il a beau dire qu'il est innocent, on ne le croit pas. Son comportement après la mort de Catherine laisse les enquêteurs et le juge pour le moins perplexes, même si le dossier va aller de surprise. Laurent Ségala est emprisonné à la prison de la Tuilière, à Launay, à quelques kilomètres du Moulin, la maison familiale là où Catherine Ségala a rendu son dernier souffle. La famille de la victime est très remontée contre le scientifique français. Elle estime qu'à minima, celui-ci a laissé mourir Catherine. Si les secours avaient été prévenus tout de suite, elle aurait été sauvée, dit son beau-frère. Laurent se joue de la justice, ajoute l'une des deux sœurs de Catherine. Leur avocat, maître Jacques Barillon, s'interroge, tout comme l'accusation, sur le temps qu'il a mis pour appeler le 144. 3 quarts d'heure se seraient écoulés entre la fin du bouche à bouche et des massages cardiaques et ce coup de fil salvateur. Ségala est incapable de se souvenir de la succession des événements, comme s'il était entré dans un trou noir. Son père, le libraire Roger-Jean Ségala, de plus en plus malade, est brisé par ce drame, mais il ne croit pas une seconde à la culpabilité de son fils. Laurent, qui s'apprêtait à reprendre les rênes du commerce familial après avoir laissé tomber son emploi de généticien au CNRS de Lyon, Laurent avait d'excellents rapports avec Catherine. Elle l'aimait comme un fils et lui comme sa propre mère. Aucun conflit, notamment financier, n'avait éclaté. Autour de la librairie, tout le monde se réjouissait de cette passation de pouvoir. Roger-Jean Ségala confirme encore que son fils a la phobie du sang. C'est pour cela qu'il s'est changé 2 fois et a essuyé, comme il le pouvait, les éclaboussures. La justice a bien du mal à trouver le mobile qui aurait poussé Laurent Ségala à tuer une belle-mère qui ne lui voulait aucun mal et ne lui faisait pas d'ombre. Le rapport du professeur Patrice Mangin, le légiste le plus en vue en Suisse, maintient pourtant que la chute ne suffit pas à expliquer la blessure au crâne de la victime. Catherine aurait été frappée avec un objet contondant. De l'ADN du suspect a été trouvé sous les ongles de la victime, ce qui expliquerait les griffures qu'il porte, des griffures de défense. De l'ADN de Catherine est également sous les ongles de Laurent, qui l'aurait agrippé. Le généticien est incapable de dire d'où viennent ces griffures. Il évoque les bagues de la victime qui auraient pu l'égratigner, ou encore une relation sexuelle avec sa compagne, explication qu'il aurait donnée sous la pression policière lors des interrogatoires. Dans tous les cas de figure, Laurent Ségala reste emprisonné. À ses visiteurs et avocats, il est incapable de livrer le film exact de ce qu'il a fait le 9 janvier 2010 au Moulin, une parenthèse en plein brouillard. Plus d'1 an après le début de l'affaire, 11 février 2011, la défense de Laurent Ségala fournit un rapport qui change tout. La docteure Dominique Lecomte, patronne de l'Institut médico-légal de Paris, a été missionnée pour étudier le dossier. Elle s'est rendue sur place. Ses conclusions contredisent le premier rapport. La légiste indique
que la plaie à la tête n'a pas été causée par un objet contondant, mais par une marche ébréchée de l'escalier en béton. Catherine Ségala souffrait d'une pathologie cardiaque. Elle aurait subi une attaque vers 17h, 3 heures après son dernier repas. Elle aurait alors chuté dans l'escalier. Son beau-fils n'arrivera que 2 heures plus tard. Absence de plaie, pas de trace de lutte, indique le docteur Lecomte. Les certitudes s'effondrent, mais l'accusation ne veut pas en rester là. Le procureur dégaine un 3e rapport, lapidaire celui-là, signé du professeur portugais Duarte Nuno Vieira, qui conclut, lui, à une violente agression. Dans le doute, le suspect est maintenu en détention. Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes en ligne dans l'heure du crime et l'un de nos invités, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Laurent Ségala. Ce rapport que je viens de citer, le rapport du docteur Lecomte que vous avez sollicité à l'époque, on peut dire que c'est une bouffée d'oxygène. C'est un rapport de Mme Lecomte qui a été confirmé d'ailleurs par le rapport de l'expert commis par le magistrat instructeur qui montre que la mort, ou plutôt la perte de conscience de la victime, c'est important, le distinguo est important. La perte de conscience de la victime ne peut pas intervenir après 18 heures, alors que nous savons tous, et tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il n'est arrivé au moulin ce jour-là qu'après 18h45. Donc, il est clair qu'il y a dans ce dossier la certitude absolue qu'il ne pouvait pas être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. La mort ne peut pas intervenir après 18 heures, et lui, à 18 heures, ne peut pas être là. La première fois que vous l'avez rencontré, Laurent Ségala, vous avez pensé qu'il était innocent tout de suite ? Oui, je me souviens parfaitement de cette première rencontre avec Laurent Ségala. Il était incarcéré depuis 1 an, c'était à la maison d'arrêt de Lausanne. C'est assez rare dans la vie d'un avocat. J'ai tout de suite été convaincu de son innocence. Tout de suite. Quand je suis sorti, je me suis dit, ce type-là est innocent. Et son seul défaut, c'est d'être un intellectuel, un scientifique, qui croit que la justice est une science exacte, et qui pense naturellement, spontanément, que la vérité va jaillir d'elle-même. Or, c'est pas le cas du tout. Et c'est pour cela, Maître Portejoie, qui se défend si mal, votre client ? Laurent Ségala est un vrai personnage. C'est un scientifique, oui, c'est un vrai scientifique, c'est un intellectuel. Et comme tous les intellectuels, ils pensent que la justice est une science exacte et ils ne font aucun effort pour essayer de prouver leur innocence. Ils pensent que la vérité va jaillir de manière instantanée. Et c'est pas le cas le plus souvent, évidemment, la vérité, elle ne jaillit pas de manière instantanée, sauf dans des cas exceptionnels. Arnaud Béda, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime, journaliste en Suisse et fin connaisseur de cette histoire. J'ai envie de dire, il y a des expertises dans tous les sens, il y a 3 rapports qui se contredisent. Dès qu'une affaire criminelle part sur ses bases, en général, ça part pas très bien, Arnaud. Oui, j'ai envie de dire que il y a une première expertise de l'Institut médico-légal de Lausanne, c'est confirmé par le rapport Vieira, et puis il y a cette analyse mandatée par la défense du professeur Lecomte. Il y a eu des gorges chaudes plus tard au procès, parce que cette analyse a été évidemment payée par la défense, et quand la défense sollicite un rapport d'expert, mieux vaut qu'il aille dans le sens de la défense que de l'accusateur public. C'est vrai, mais c'est son droit le plus strict, hein. Il faut le souligner, c'est tout à fait légal. Absolument. Mais ce rapport Lecomte a été quand même, au moment du procès, a été vraiment très critiqué. Hein. On viendra au procès. Donc là, on est au milieu de l'affaire, si je puis dire. Laurent Ségala est coincé dans un étau. Il est toujours, évidemment, écroué à cette époque. Il y a des pistes qui restent un petit peu en l'air comme ça. Parce que si on dit que c'est un crime, finalement, ça peut être aussi un rôdeur. Est-ce que la piste du rôdeur a été vérifiée, exploitée ? Oui, la piste du rôdeur a
a été vérifié. Les faits ont eu lieu un soir où il avait neigé. Donc évidemment, les policiers se sont empressés de regarder s'il y avait des traces qui allaient et venaient par les champs ou par les alentours de la maison, et ils ont constaté qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune trace. Et c'est pour ça qu'ils sont partis tout de suite, très très vite, sur le huis clos. Je vous dis ça parce que dans cette maison, finalement, pour faire un mauvais jeu de mots, on y rentre comme dans un moulin, j'ai envie de dire. La porte, elle est rarement fermée. Oui, la porte est rarement fermée. Il y a une route, il y a un petit chemin qui descend, qui accède à cette maison. Et puis elle est entourée de jardins et de champs et d'une petite rivière. Donc, en dehors de ce chemin d'accès balisé, il y avait plein de moyens d'y arriver et d'en ressortir par les champs. Il n'y a aucune trace qui est relevée par la police ce soir-là. Et Catherine Ségala, elle officiait à la municipalité de ce village en Suisse, et apparemment elle n'avait pas que des amis. Est-ce que c'est une piste aussi qui a été étudiée ? C'est une piste qui a été explorée. C'était en fait un petit clochemer, là. C'était des petites bisbilles de villages qui n'avaient pas pris visiblement une ampleur énorme. Ça a été évoqué, ça a été exploré, et puis finalement les enquêteurs ont estimé qu'il n'y avait aucune pertinence de ce côté-là. Il n'y a pas de, je disais, c'est un crime ou une mort en tout cas à huis clos. Il n'y a pas de témoins, personne n'a vu d'aller et venu dans ce village. Non, il faut le dire, Arnaud, décrivez-nous un petit peu, parce qu'il y a 170 habitants à Morges. C'est un petit village sur les hauteurs de Morges, à Vaux-sur-Morges. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, ce sont des maisons, et le moulin de Vaux est un peu à l'écart si vous voulez, du corps de village. Donc effectivement, la nuit est tombée, donc il y a pas de témoins. J'ai envie de dire, c'est même pas curieux, disons, quand vous connaissez la Suisse et ces endroits un peu reculés, ça fait partie de la normalité des choses. Laurent Ségala va passer 28 mois en détention provisoire avant qu'il ne soit jugé. Procès à l'issue des plus indécises au regard des thèses qui s'affrontent dans le dossier et du comportement déroutant d'un accusé amnésique. 23 mai 2012, Laurent Ségala comparaît devant le tribunal criminel de la Côte, à Renan, près de Lausanne. Le public découvre un homme de 48 ans, grand et sec, les mains en mouvement, la diction précise et posée. D'emblée, il déclare « Je veux dire, avec force, devant vous, que je suis innocent. Les choses sont comme ça, je suis innocent. » L'accusé répète qu'un trou noir entoure toujours cette soirée dramatique. Lui qui se dit soucieux de précision et qui aimerait avancer une vérité scientifique serait contraint de demeurer dans le flou. Il y a des choses dont je me souviens, d'autres que je reconstitue à partir du dossier. Ségala a du mal à convaincre. Ses défenseurs, maîtres Marie-Pomme Moina, Stéphane Ditch et Gilles-Jean Portejoie, volent alors à son secours. Il est évoqué des pistes restées en friche, comme celle d'un rôdeur dans une maison dont la porte n'était pas verrouillée, d'un conflit possible pour les affaires municipales. L'accusation indique qu'une simple altercation entre Laurent et Catherine Ségala, une dispute qui aurait mal tourné, a peut-être entraîné des coups. L'accusé demande à l'audience qu'on le sorte, enfin, de ce cauchemar. Après 8 jours de procès, le procureur Éric Cottier réclame 16 ans de prison contre l'accusé pour un meurtre dont le mobile est introuvable, ce qui ne signifie pas, dit-il, que le meurtre en question n'existe pas. Le procureur cite des rapports d'experts selon lesquels l'intervention d'une tierce personne est très largement possible. L'accusation souligne encore le temps mis par Laurent Ségala, presque 3 heures, pour alerter les secours. Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de l'accusé, demande au tribunal d'avoir le courage de prononcer l'acquittement en l'absence de mobile, de témoignages, de preuves, d'aveux et d'armes. Le 1er juin 2012, le tribunal criminel de Renan estime que l'agression de Catherine Ségala semble avérée, mais malgré le travail des enquêteurs qualifiés d'extraordinaire par le tribunal, les indices ne sont pas suffisants pour conclure à la culpabilité du généticien français. Le doute profite donc à l'accusé. Il est acquitté. Laurent Ségala vacille dans le box et doit alors se rasseoir. Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat de Laurent Ségala. On ne savait pas à ce moment-là de quel côté aller pencher la balance de la justice. Vous vous êtes appuyé sur ces doutes pour défendre votre client tout au long de ce procès ?
Ce n'est pas un dossier où j'ai plaidé le doute raisonnable, comme disent les Suisses. J'ai plaidé les certitudes. Et dans ce dossier, vous avez 2 certitudes absolument incontestables. La première, c'est que la perte de conscience de Mme Ségala n'a pas pu intervenir après 18 heures, c'est confirmé par plusieurs expertises. Et la deuxième certitude, c'est que Laurent Ségala n'a pas pu rejoindre le moulin avant 18h45. Ce qui fait que il est impossible, strictement impossible, tout cela est établi par des expertises qui vont dans le même sens, il est strictement impossible qu'il soit l'auteur de ce geste fou. Alors, ce geste fou, justement, on va prendre un peu de temps avec vous, Arnaud Béda. Vous êtes également en ligne, vous êtes journaliste en Suisse et vous connaissez très bien ce dossier. Question déjà toute simple. Dans quel état est Laurent Ségala à ce procès, et puis ensuite, lorsqu'il est acquitté? Mais déjà, au procès, quel visage montre-t-il? Alors je m'en souviens très très bien. Je me souviens très bien de ce premier jour de procès où il a été auditionné. J'étais avec mes consoeurs et confrères journalistes et je peux vous dire que l'impression était pas bonne. Et notamment le film de la reconstitution a été projeté où on le voit remimer les gestes qu'il dit avoir accomplis ce soir-là au moulin de Vaux-sur-Morge. Il est pas bon, il geint, il se plaint, il pleurniche. Et puis dans le box des accusés, il a la même attitude, il a ce côté un peu Calimero qui agace un peu les journalistes et un peu le public qui est présent. Il n'est pas dans un, j'ai envie de dire que c'est son Laurent Ségala, il est l'ennemi de lui-même en quelque sorte parce qu'il est vraiment pas bon. C'est son meilleur ennemi finalement. C'est son meilleur ennemi. C'est son meilleur ennemi, mais vous savez bien, Arnaud Béda, je vais pas vous faire une leçon, mais c'est pas parce qu'on s'exprime mal ou qu'on se défend mal qu'on est forcément coupable. Ah, je n'ai pas dit ça. Vous me demandez dans quel état, de quelle impression il fait. Moi, je vous donne l'impression. Mais c'est important de le souligner parce que effectivement, les choses seraient évidemment trop simples. Il y a 2 clans qui se dessinent à ce procès. Il y a sa comme famille. Toujours. Voilà, oui, exactement, comme toujours. Il y a sa famille qui le soutient, je crois, ses filles, et puis sa compagne. Oui, sa fille et sa compagne qui sont très présentes, qui l'entourent, qui sont pas très loin de lui et qui évidemment espèrent durant ces jours d'audience que tout tourne bien pour lui. Et puis il y a évidemment de l'autre côté les parties civiles, les sœurs de Catherine, son beau-frère, qui elles sont évidemment persuadées de la culpabilité. Et qui sont abasourdies, je suppose, lorsque l'acquittement est prononcé. Oui, alors évidemment, elles sont abasourdies. On peut aussi se mettre à leur place et les comprendre. Elles reprochent beaucoup à Laurent Ségala de ne pas avoir eu un mot pour elle. Pour elle, c'est partie civile, de pas avoir un regard, de vraiment. Et elles ont de la peine elles disent. Mais je me souviens de la sœur de Catherine qui me disait mais il ne nous a jamais regardés. Et elles sont évidemment un peu dépitées ces parties civiles. Fin du cauchemar pour Laurent Ségala, fin provisoire puisque 1 mois et demi après, le procureur général du canton de Vaud fait appel de ce verdict. Il y aura donc un 2e procès. Ce jeudi 29 novembre 2012, 5 mois après le premier procès, l'accusation est bien décidée à faire feu de tout bois pour obtenir la condamnation de Laurent Ségala devant la cour d'appel pénale du canton de Vaud. Le ton est donné dès l'ouverture de l'audience. Le procureur général Éric Cottier annonce qu'il demandera l'arrestation de l'accusé si celui-ci est reconnu coupable. Le magistrat compare l'acquittement à un roman de gare. Il décrit Ségala comme un meurtrier qui possède beaucoup de sang-froid et insiste sur son haut niveau de dangerosité. Procès express. Après seulement 4 heures de plaidoirie, l'audience est suspendue. Le verdict sera rendu dès le lendemain. Laurent Ségala, présent, a écouté les uns et les autres de façon détendue. Ses avocats lui avaient obtenu un sauf-conduit pour cette première journée de procès, histoire de prévenir toute interpellation. Vendredi 30 novembre, le siège occupé par Laurent Ségala reste vide. Le généticien est resté en France, à Thonon-les-Bains, où il réside la plupart du temps. Dans le doute, et en l'absence de sauf-conduit délivré par les autorités, ses avocats ont préféré qu'il reste de l'autre côté de la frontière. À 16h, le président Marc Pelé rend le verdict de la Cour. Celui-ci reprend en fait point par point les arguments de l'accusation,
Les causes du décès ne sont pas accidentelles, indique le magistrat. Laurent Ségala est sans aucun doute l'auteur de graves lésions infligées à la victime. Il a altéré la scène de crime pour faire croire que la mort était accidentelle. La cour affirme que Ségala était conscient de l'issue mortelle. Il est condamné à 16 ans de prison, peine qui sera ensuite ramenée à 14 ans pour un vice de forme. Bénédicte, la compagne de l'accusé, est scandalisée. Elle confie au point.fr « Tout était préparé d'avance, il fallait que Laurent soit coupable ». Maître Gilles Jean Portejoie, avocat de Laurent Ségala, pourquoi votre client ne s'est pas présenté à ce deuxième procès? C'est vous qui lui avez conseillé de ne pas venir? Tout simplement parce que les conditions dans lesquelles le procès s'était déroulé nous permettaient de craindre le pire. Nous avons craint le pire. Nous sommes concertés avec les deux avocats suisses. Nous avons dit à Laurent Ségala, faites ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas là demain lors du prononcé de l'arrêt, ce ne sera pas catastrophique. Alors, il est condamné, votre client, Laurent Ségala. Alors, il faut quand même bien le reconnaître et le rappeler. On n'a jamais pu établir précisément le mobile de ce que la justice suisse estime être un homicide. On a tout passé au crime. Vous connaissez beaucoup de crimes sans mobile. Il n'y a pas de la piste de la librairie, de sa reprise, la piste familiale, la piste financière, la piste successorale. On est même allé jusqu'à évoquer une liaison entre lui et sa belle-mère, ce qui est un peu scabreux, mais on l'a évoqué, cette piste sentimentale. Pas de mobile. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de geste de folie. Là, vous avez deux rapports, notamment de celui de Zaguri, qui vient dire rien dans la personnalité de Laurent Ségala ne permet de justifier un geste de cette nature. Vous n'avez pas de témoin direct, et vous n'avez pas d'arme. On a cherché une arme partout, le branle-bas de combat pendant des jours, des semaines, et on n'a jamais trouvé d'arme. Comment voulez-vous dans ces conditions considérer qu'il peut être l'auteur de ce crime abominable? Arnaud Béda, journaliste en Suisse et en ligne dans l'heure du crime, éclairez-nous, vous qui connaissez bien le fonctionnement de la justice de la Confédération suisse, pourquoi ce deuxième procès est-il aussi expéditif? Oui, parce que généralement en Suisse, les procès en appel sont plus courts que le premier procès. On revient pas sur tout, on revient sur l'essentiel. Qu'est-ce qui a perdu finalement Ségala pour qu'il soit condamné? Je rappelle qu'il avait été acquitté en première instance. C'est quoi? Sur le fond du dossier, il n'y a pas de preuve contre lui. C'est quoi? Ses hésitations, son attitude? Je pense sur son attitude, et puis il y a aussi quelque chose qui a joué contre lui, c'est-à-dire que le fait qu'il ne se présente pas pour entendre le verdict alors qu'il avait promis la veille qu'il reviendrait le lendemain, évidemment c'est un menteur. Il apparaît comme un menteur, et puis il a promis qu'il allait venir et il n'est pas venu. Donc s'il ment une fois, il a pu mentir plusieurs fois. Ça a créé une mauvaise impression, tout ça. Alors on comprend bien pourquoi il est pas venu, mais enfin voilà, disons ça n'a pas été porté à son acquis, à son crédit. Je citais le mot de Béatrice, sa compagne. Il fallait que Laurent soit coupable. Là, vraiment, l'accusation suisse, le ministère public a tout fait pour qu'il soit condamné. Ils ont lancé les grands moyens là-dessus. Et bien, disons qu'il y a eu une enquête de police qui a été très très bien faite, c'est vrai. Et puis le procureur ensuite, il est dans son propre rôle. Il doit soutenir l'accusation et il prend les éléments qu'il a à disposition pour, évidemment, il est convaincu de la culpabilité de Laurent Ségala, donc il essaie d'apporter tous les éléments qui le prouvent. Enfin, c'est un procès pénal, j'ai envie de dire classique, avec deux parties, deux thèses qui s'affrontent. Laurent Ségala ne reviendra pas à Lausanne où il serait immédiatement arrêté. La Suisse n'a d'autre recours que de se lancer dans une bataille procédurale pour récupérer cet homme qu'elle considère désormais comme coupable. Depuis une dizaine d'années, Laurent Ségala, citoyen français domicilié en France, échappe ainsi aux autorités suisses. Celles-ci ont tout mis en œuvre pour qu'il soit incarcéré dans une prison du canton de Vaud. Elles ont lancé un mandat d'arrêt international, mais la France n'a pas donné suite. Le pays n'extrade pas ses nationaux. Elles ont ensuite formulé une demande d'incarcération sur le sol français de l'intéressé. Une nouvelle fois, Paris a fait la sourde oreille. Il a même été question de demander à la France un nouveau procès sur son sol, mais cette éventualité a été écartée.
La Suisse n'a pas eu gain de cause, pas plus d'ailleurs que Laurent Ségala et ses avocats devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le plaignant dénonçait le procès en appel, expédié en 4 heures et considéré comme inéquitable. Laurent Ségala, entouré de ses filles et de sa compagne, continue à clamer son innocence. Il ne serait pas contre un nouveau procès en France, audience qui lui permettrait de s'expliquer sur le fond et de démontrer enfin sa bonne foi. La maison du drame, le moulin de Vaux-sur-Morges, a été vendu alors que le généticien attendait en prison son premier procès. Cette affaire a gâché ma vie et celle de ma famille, nous a-t-il simplement déclaré. Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de Laurent Ségala, on vous retrouve dans cette heure du crime. Où en est-on dans ce dossier? Les demandes d'un nouveau procès, notamment pour Laurent Ségala? Il est condamné, il ne veut pas venir en Suisse, mais la Suisse demande à la France, eh bien vous n'avez qu'à lui faire purger sa condamnation dans une prison française. Et là, de manière assez ferme d'ailleurs, la France a refusé de se satisfaire les desiderata de la Suisse. Ce qui fait qu'il a purgé aucune peine de prison en France. Ceci étant, n'oubliez pas quand même qu'un innocent est resté 2 ans et demi en prison en Suisse. Et qu'est-ce qui devient votre client, Laurent Ségala, aujourd'hui? Depuis, il vaque à ses occupations. Il a voulu faire l'école du barreau à Lyon. Il est sorti, si mes souvenirs sont bons, major. Il n'a pas pu prêter serment. Tout le monde était désolé d'ailleurs. Je me souviens du président de l'école du barreau, les bâtonniers compétents qui s'occupent de la formation des avocats. Tout le monde était désolé qu'il ne puisse pas prêter le serment d'avocat compte tenu de cette condamnation en Suisse. Donc il n'a pas pu s'inscrire au barreau et il a choisi la voie de l'entreprise dans laquelle il réussit parfaitement. Il ne peut plus du tout retourner en Suisse, Laurent Ségala? Je lui déconseille de retourner en Suisse, mais vous savez, on peut très bien vivre sans traverser le lac Léman. C'est une affaire qui a gâché sa vie, maître? Cette affaire a gâché complètement sa vie, mais il a la satisfaction quand même d'avoir été reconnu innocent après un véritable procès qui a duré, je vous le répète, 15 jours. Tout le monde a été entendu, les témoins, les experts, tout le monde a été entendu, un véritable débat contradictoire. Il a le sentiment que justice lui a été rendue en première instance et que son innocence a été confirmée. Alors acquitté évidemment en première instance, on l'a dit, puis condamné au procès d'appel. Arnaud Béda, on vous retrouve, journaliste en Suisse. Il y a une question tout de même qui demeure. Pourquoi Laurent Ségala aurait-il tué Catherine, sa belle-mère? Là, il n'y a pas de réponse à ça. Oui, non, il n'y a pas de réponse. Judiciairement, il n'y a pas de réponse. Il y a une hypothèse qui peut-être à trouver dans la librairie ancienne de Roger Jean Ségala. Il y a eu un témoignage qui n'a pas été retenu, mais qui était intéressant. Où, vous savez, il y a beaucoup de cash qui transitent. Est-ce qu'il y a eu de l'argent, c'est ça. D'argent. Est-ce qu'il y a eu entre Catherine et Laurent, est-ce qu'il y a eu une bisbille? Est-ce que Catherine avait vu certaines choses? Est-ce que j'ai envie de dire, c'est un secret peut-être entre elle et lui, entre lui et elle, et on ne saura jamais. Il n'y a pas de mobile, judiciairement parlant. Ce qui accréditerait cette piste de l'argent, vous le dites, hein, elle n'a pas été suivie d'ailleurs du tout, et ce témoignage a été écarté, qui expliquerait peut-être une dispute qui aurait été fatale. Bon, mais c'est une hypothèse. C'est la seule à laquelle on pourrait un peu s'accrocher si on voulait chercher un mobile. Qui ne triomphe pas. Alors, officiellement, évidemment, judiciairement, Laurent Ségala est condamné aujourd'hui. Il a été reconnu coupable au procès d'appel. Toutefois, il faut quand même le dire, Arnaud Béda, on reste vraiment sur un point d'interrogation dans cette histoire. C'est un puzzle qui est totalement incomplet. Oui, il y a quand même une vérité judiciaire. Il a été condamné et il a échappé à la justice. Au final, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Et on a vu aussi des gens, des inculpés qui avaient été condamnés puis acquittés. Là, c'est dans le sens contraire, ce qui est évidemment moins fréquent. Mais la vérité judiciaire, c'est celle-là. Il a été condamné, il a échappé à sa peine, il a fui la justice et il vit librement aujourd'hui.
Merci beaucoup Arnaud Béda et maître Gilles-Jean Portejoie d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.